Je vous remercie d'avoir accepté cet exercice. Nous allons vous écouter. Chaque mot que vous allez prononcer est important et nous serons, Jean-Marc, très attentifs. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, je vais inviter tout de suite M. Jean-Marc Janaillac à nous rejoindre. Venez ici. Bonjour. Alors, on est ensemble pendant, Jean-Marc Janaillac, pendant une petite heure. On a évidemment beaucoup de sujets à aborder ensemble. On va commencer par l'actualité forte, évidemment, qui est cette surcharge GDS. Alors, Jean-Marc Janaillac, c'est vrai qu'en juin dernier, à propos de cette surcharge GDS et à propos de NDC, vous aviez déclaré « pourquoi pas, mais dans le respect de nos partenaires ». Alors vous imaginez bien que quand on a lu ça, et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on tombe un peu de haut, et les agences de voyage aujourd'hui s'étonnent d'un manque de concertation. Que leur répondez-vous aujourd'hui ? Si vous permettez, avant de répondre à votre question, je dois dire que je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour deux raisons. Une raison liée à l'importance des agents de voyage pour le groupe Air France KLM. Comme Jean-Pierre l'a dit, les ventes France, ça fait 30% du chiffre d'affaires réseau du groupe et vous assurez effectivement les 2/3 de cette proportion des ventes, donc des ventes France. Donc pour nous, les agents de voyage sont des partenaires essentiels et très importants. Donc première raison professionnelle, deuxième raison un peu plus personnelle, puisque mes fonctions passées m'ont permis de nouer des relations amicales avec Georges, avec Pierre-Marc, avec Jean-Pierre, et donc je suis très heureux, et avec d'autres, de les retrouver aujourd'hui. Voilà. En guise d'introduction. Alors, sur le fond, clairement, je ne pense pas qu'on puisse considérer que cette annonce était une surprise, puisque les deux autres grands groupes européens ont mis en œuvre ces mesures. Il y a 2 ans pour Lufthansa et il y a à peu près 1 an pour le groupe IAG. Alors, il faut bien voir, et Jean-Pierre l'a dit, c'est que dans un monde qui change, où on a une compétition terrible de la part du monde entier, avec des formes nouvelles, on y reviendra, mais les compagnies du Golfe, les low cost, on est obligé de changer nous aussi. Et pour ça, on a quand même des contraintes qui sont des contraintes légales et réglementaires. La contrainte contractuelle, c'est que, je veux dire, à un moment donné, pour pouvoir utiliser NDC, on était obligé de dénoncer les contrats que nous avons avec les GDS. Et si nous ne l'avions pas fait, au mois de novembre, nous étions repartis pour plusieurs années, en utilisant le même système qui, alors que les autres ont évolué, nous placer dans une situation extrêmement difficile en termes de concurrence. Ça, c'est le premier point. Pourquoi maintenant ? Parce que sinon, c'était raté cette opportunité. On était enfermé dans ce système avec les GDS, on y reviendra, qui est contraint. Il ne nous permet pas, et je pense que vous avez eu l'exposé hier de IATA qui vous a permis de comprendre ce que ça pouvait nous apporter à nous et à vous. Deuxième élément, c'est que on a regardé étroitement et on a aussi des contraintes légales liées au droit de la concurrence, qui fait qu'on n'a pas le droit d'annoncer à l'avance, trop à l'avance, une mesure qui va avoir un impact sur la concurrence parce que ça, c'est anticoncurrentiel. Et donc, on est allé au maximum de ce qu'on pouvait en termes de délai, c'est-à-dire ces 5 mois. Et je note que c'est exactement le délai qu'a pris IAG entre l'annonce et la mise en œuvre. Et c'est d'ailleurs moins
C'est plus, par contre, que le délai qu'a utilisé Lufthansa, qui pourtant a été la première compagnie à lancer le système. Donc voilà pourquoi, on est dans un délai contraint, et c'est pas une volonté de ne pas avoir de partenariat, c'est à cause de ces obligations contractuelles et légales. Alors, il y a maintenant un peu plus de 4 mois, et donc je conçois que ça introduit, on n'est pas autiste du tout, on comprend les difficultés que ça peut causer, mais je peux vous assurer que les responsables, et Zoran est ici avec son équipe, et toutes les équipes commerciales d'Air France-KLM en France seront présentes pour faire en sorte que la mise en œuvre, la concertation puisse se passer le mieux possible et ne pénalise pas les agents de voyage. Mais sur le fond, on a à la fois une contrainte de concurrence sur le fond de la mesure et ensuite des contraintes légales et contractuelles pour ce qui concerne les délais de mise en œuvre. Donc une contrainte légale et contractuelle, on a bien compris. Alors, vous avez choisi de lier la surcharge GDS à NDC en pénalisant finalement le canal historique pour inciter à l'utilisation de NDC. Est-ce que le GDS tel qu'il existe, Jean-Marc Janaillac, est-ce qu'il est dépassé selon vous? Est-ce qu'il est trop cher? Est-ce qu'il est les deux à la fois? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir appliquer NDC, nous sommes contraints de dénoncer des conventions que nous avons avec les GDS. Et la mesure de rétorsion des GDS, c'est d'augmenter très fortement le coût qu'ils nous demandent pour les utiliser. Et donc, ce que nous faisons simplement, c'est ce coût de le compenser par cette surcharge. Donc, ce n'est pas un moyen de privilégier un mode de distribution pour un autre, c'est pour nous le fait de pouvoir offrir aux agents de voyage un mode de distribution qui offre un contenu, je pense que vous l'avez vu hier, aussi riche que celui que nous avons sur les ventes directes, et en faisant en sorte que ça ne nous coûte pas plus cher. Moi j'observe simplement là-dessus, comme vous savez, et on pourra en parler, la rentabilité des compagnies aériennes et celle d'Air France est pas très élevée, et celle d'Air France encore moins que la moyenne. Et quand je la compare à la rentabilité des GDS, ça me fait rêver quand même, parce que nous, on est de l'ordre de 3 et 4%, GDS est de l'ordre de 30 à 40. Donc là-dessus, je pense que l'idée de mettre à plat ce système pour avoir un mode de diffusion qui soit à la fois moins coûteux au système, c'est-à-dire in fine aux consommateurs, aux passagers, et par ailleurs plus riche. Alors vous avez pris comme thème le monde change. S'il y a un domaine où le changement est le plus important, c'est quand même le domaine du digital. C'est le domaine de cette relation qui existe avec les consommateurs dans tous les domaines, qui permet d'avoir une relation plus riche avec plus de fonctionnalités, plus de contenu et une plus grande personnalisation. Et donc, c'est clair que le GDS, tel qu'ils étaient conçus aujourd'hui, tel que leur business model est conçu sur ces deux plans, à la fois les coûts et la richesse du contenu et la facilité de relation qu'offre le digital, n'était pas à la pointe de ce qu'on peut offrir. Alors ça ne veut pas dire que les GDS ont disparu, ça veut dire qu'il faut qu'ils évoluent. Alors vous avez dit tout à l'heure, IATA a mis 5 ans. IATA n'a pas travaillé dans le secret. Ça fait 5 ans que les GDS savent que ces choses-là se préparent avec les moyens qu'ils ont, à la fois techniques, technologiques, humains et financiers.
je pense qu'il aurait été possible pour eux de préparer ça à l'avance. Ils le savaient, mais leur volonté, c'était de s'accrocher à une situation extrêmement profitable et comme ça de pouvoir continuer. Et ce que nous avons voulu, c'est de dire à un moment donné, il faut qu'on évolue, il faut qu'on change les règles. Et effectivement, il y a une période, pour les raisons que je vous ai expliquées, qui est un peu courte, mais il faut qu'on travaille tous ensemble pour faire en sorte que les conséquences soient ni pour vous ni pour nous dommageables, mais que, même si ça va être un peu compliqué, on en a bien conscience, mais qu'ensemble, nous préparions quelque chose de plus efficace pour l'avenir. Et en même temps, Jean-Marc Janaillac, Jean-Pierre Mas le disait, et d'autres compagnies ont choisi d'autres options, notamment d'incentiver NDC. Elle donne $2, American Airlines donne $2 pour l'utilisation d'NDC sans pénaliser le canal historique. Ça aurait pu être une option, ça. Écoutez, on a regardé toutes les options économiques, clairement, et d'ailleurs c'est quand même la même constat qu'ont fait le groupe IAG et le groupe Lufthansa, c'est qu'on n'était pas capable économiquement de supporter la surcharge que nous imposent contractuellement à la fin de notre relation les GDS. Clairement, ce n'était pas une solution économiquement acceptable pour nous. Alors j'ai bien compris votre besoin de vendre autre chose qu'un tarif, de valoriser finalement les investissements que vous engagez. Avez-vous quand même conscience aujourd'hui de remettre totalement en question le modèle économique des agences de voyage ? Alors, on ne remet pas du tout en cause le rôle d'intermédiaire que jouent les agents de voyage et dont nous souhaitons absolument continuer à être des partenaires de long terme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous savons ce que nous vous devons et nous en sommes tout à fait conscients. Nous, ce que nous pensons, c'est que on va sans doute, on en est conscient et on est là pour faire en sorte que ça se passe le mieux, avoir une période de transition qui va être un petit peu difficile, mais nous sommes convaincus que à terme, NDC, comme vous avez pu le voir, va nous permettre d'enrichir la relation que nous avons avec les agents de voyage. Et cette évolution, on en est convaincu, et mutuellement va être mutuellement favorable. Le système actuel capte une rente qui nous paraît trop importante et par ailleurs n'offre pas à l'heure du digital une richesse supplémentaire. Donc je pense qu'à terme, ça ne fera que renforcer le partenariat, même si je veux dire, les courts termes risquent d'être un peu difficiles, mais nous serons à vos côtés pour faire en sorte que ça soit le moins difficile possible. Oui, le court terme risque d'être un peu difficile. Vous le dites, on est sur un timing extrêmement serré pour trouver des solutions technologiques. Vous imaginez bien les difficultés que pose NDC en termes de productivité, notamment pour les agences de voyage. Et on a vu hier avec Yannick Oyls que les GDS n'étaient pas prêts. Yannick Oyls nous disait lui-même que Amadeus serait prêt en fin d'année 2018. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui, comme le réclame Jean-Pierre Mas, est-ce qu'il n'y a pas moyen de donner plus de temps aux agences pour se retourner et peut-être de trouver des accords comme IAG a trouvé pour essayer de justement donner ce temps, ce délai supplémentaire? Alors, premièrement, comme je vous ai expliqué, si nous n'avions pas dénoncé nos accords contractuels, nous étions partis pour plusieurs années à vivre dans le même système. Donc, de toute façon, les accords sont dénoncés et là, c'est clairement, on ne reviendra pas là-dessus. D'ailleurs, contractuellement, c'est pas possible. Donc, après, nous avons d'abord nos équipes techniques travaillent à la fois avec les GDS, l'ensemble des GS, avec des agrégateurs et avec nos équipes internes, de façon à pouvoir proposer des solutions qui répondent à la plus grande partie des demandes des agents de voyage. Je n'ai pas dit que le 1er avril, tout sera résolu, mais je pense que par rapport, on est aujourd'hui le 20 et quelques novembre, on a 3 mois et demi, même 4 mois et demi, pour trouver, avancer, etc. Et là-dessus, toutes nos équipes sont pleinement mobilisées sur cet objectif. Alors après,
une fois qu'on a posé ce cadre, je veux dire, on est ouvert, mais là, je ne peux pas être plus précis que ça, parce que d'abord, à titre personnel, je ne maîtrise pas complètement toutes ces techniques-là, mais on est ouvert pour regarder ce qui peut permettre d'avancer et de faciliter la vie des agents de voyage, mais je répète, dans un cadre, n'essayons pas de reproduire et de continuer, je dirais, ce qui était la situation passée, pour préparer un cadre nouveau et de faciliter une période de transition. Donc, pour répondre à Jean-Pierre Mas, je veux dire, le cadre nouveau, on ne reviendra pas dessus. Le cadre ancien, pour les raisons, le coût et l'absence de la frugalité et le côté très peu riche de les informations, on ne reviendra pas dessus. Après, les modalités qui permettent de faire en sorte que les choses se passent bien, on est ouvert à la fois pour développer des solutions techniques et puis pour regarder ce qui peut être fait avec les agents de voyage. Donc aujourd'hui, ce matin, 23 novembre, vous dites oui, on peut être ouvert à une solution qui permette aux agences de voyage de se retourner et d'avoir peut-être un peu plus de temps. C'est ce que je comprends. Alors, je veux dire, par rapport au 1er avril, on fera ce qu'on a dit qu'on fera au 1er avril. Clairement, c'est pas, on ne va pas revenir là-dessus. Tout ce que je peux vous dire sans préciser les modalités, parce que c'est lié à la négociation, ce n'est pas notre intérêt à ce que les agents de voyage soient perdus le 1er avril. Donc, on fera à la fois en termes techniques et en termes de négociation, on trouvera les moyens d'accompagner et de préparer cette évolution. Mais là-dessus, je répète, on a 4 mois et demi ou 4 mois et 15 jours ou 10 jours pour travailler sur ces éléments-là. Alors, dernière question, Jean-Marc Janaillac sur NDC. Grâce à NDC, vous allez mieux maîtriser la distribution de vos produits. À terme, l'agence va donc disposer d'une plateforme qui donnera à ses clients l'accès au contenu GDS, au contenu NDC, au contenu low cost. Elle aura donc, cette agence, la liberté à la limite de mieux vous mettre en avant par rapport à vos concurrents. Un peu comme la grande distribution, finalement, qui choisit de mettre un fournisseur en tête de gondole. Est-ce que vous seriez prêt à mieux rémunérer l'agence pour ce service ? Alors, premièrement, la distribution par NDC ne remet pas en cause notre modèle actuel de rémunération des agences de voyage. Donc, nous, les agences continueront à bénéficier d'un programme de rémunération à la fois qui tient compte à la fois de leur profil et de leur performance. Alors dans les deux, il y a le terme performance et là-dessus, là aussi, on est ouvert pour imaginer des formes de partenariat, de collaboration. On parlait par exemple, les NDC nous permettra de vendre mieux les produits annexes, les ventes ancillaires. Donc là-dessus, il y a des choses, effectivement, on va demander plus aux agents de voyage, c'est normal qu'on les rémunère en fonction de ça. Après, il y a des outils, et ces outils qui sont les nôtres actuellement, qui rémunèrent la performance des agents de voyage, c'est clair que on les adaptera en fonction de ce que apportera NDC en termes d'outils techniques et d'outils de vente. Donc on peut imaginer en effet qu'NDC génère de nouvelles relations, en tout cas entre la compagnie et les agences. On reparlera d'NDC évidemment demain avec Zoran Jelkik au cours d'une table ronde. On en reparlera aussi à la fin de cette session avec les questions du public. J'aimerais maintenant qu'on aborde un peu la deuxième partie de cet entretien. Vous avez publié, Jean-Marc Janaillac, dernièrement des bons résultats pour le 3e trimestre. Peut-on faire plus globalement un bilan d'activité du groupe Air France depuis janvier, depuis le début de l'année ? Oui, clairement, l'année 2017, et je pense que vous l'avez réalisé vous aussi, va être une excellente année, sans doute la meilleure en termes de résultats qu'aura connu le groupe depuis sa création il y a 13 ans. Pour ça, 2 raisons. Premièrement, une augmentation des trafics. On a depuis le début de l'année 6% de passagers en plus, alors que notre offre a augmenté, mais pas dans les mêmes proportions.
Deux raisons. D'une part, les voyageurs lointains qui avaient boudé l'Europe, et en particulier la France, à cause des événements dramatiques à Paris, à Nice en particulier, sont revenus, que ce soit les Asiatiques, les Américains, les Sud-Américains. Et d'autre part, les marchés européens, et particulièrement le marché français, à cause d'une situation économique meilleure, a reconnu là aussi un dynamisme qu'on n'avait pas vu ces dernières années. Donc, effectivement, plus de demandes, plus de voyageurs. Et par ailleurs, du côté des coûts, un dollar bas et un pétrole au coût bas. Donc, on a des taux d'intérêt bas. Donc, les étoiles étaient alignées et on a eu tous les facteurs positifs qui devraient faire de cette année, à la fois pour Air France et pour le groupe, une année très positive. Alors, Air France va mieux, vous le dites, mais on le voit au résultat du troisième trimestre. Jean-Marc Janaillac, vos principaux concurrents en Europe, Lufthansa et IAG, dégagent des bénéfices d'exploitation bien supérieurs aux vôtres. Est-ce que l'écart de compétitivité avec vos concurrents n'est vraiment pas prêt de se réduire malgré la reprise? Alors, c'est clair. En gros, on va avoir un taux de rentabilité opérationnelle cette année qui va être de l'ordre de 5 ou 6%. Oui. Mais là-dessus, Air France fait 3,5 et KLM fait 7 ou 8, à peu près au même niveau que Lufthansa, lorsque British fait 12 ou Delta fait 15 ou 16. À ça, il y a deux raisons. Premièrement, une raison interne au groupe et particulièrement à Air France, sur lequel on travaille, qui sont le fait que ce soit des compagnies anciennes qui ont des coûts élevés. Et là-dessus, il ne faut pas sous-estimer l'effort qu'a fait Air France, puisque Air France, ces 6 dernières années, a supprimé 10 000 postes en réorganisant beaucoup de fonctions à l'intérieur de l'entreprise, dans les escales et aussi dans les fonctions centrales. Donc, pour réduire une partie des coûts qui sont importants, qui sont les coûts d'exploitation, on a avancé sur la création d'une compagnie avec des coûts inférieurs de l'ordre de 15 à 20% à ceux d'Air France, et c'est la compagnie jaune sur laquelle je pense on reviendra. Donc il y a tout un travail qui est fait en interne pour améliorer ces coûts. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les coûts d'Air France étaient supérieurs, c'était aussi le fait que Air France n'avait pas connu de croissance ces dernières années. Et donc quand vous n'avez pas de croissance et que vous ne pouvez pas réduire aussi fortement que ce que vous souhaiteriez les coûts fixes, effectivement les coûts unitaires ont du mal à baisser. Et un des axes importants du plan Trust Together, c'est de redonner à Air France les moyens d'une croissance rentable. Et une croissance rentable, ça veut dire une croissance avec des coûts inférieurs. Et d'ailleurs, je peux vous dire, et c'est important pour vous, c'est que pour les années prochaines, spécialement sur le long courrier, Air France va connaître une croissance de l'offre assez supérieure à celle qu'il avait connue. Alors bien sûr, on n'est pas dans les volumes de croissance que connaissent d'autres compagnies, que ce soit norvégiennes ou les compagnies du Golfe, mais des taux de croissance de 3 à 4% par an en offre, alors que ces dernières années, on était entre 0 et 1. Donc une différence forte. Alors l'autre raison qui explique que les différences de rentabilité, et qui explique pourquoi, clairement, les compagnies françaises, d'ailleurs, si je prends nos collègues français, on est dans la même situation, on n'aura jamais, de façon je veux dire, sur la durée, des rentabilités comparables à celles de nos concurrents européens. Je ne vais pas plus loin, tout simplement parce que la situation d'Air France, contrairement à d'autres grands groupes français, c'est que on est un groupe qui fait 15 milliards, je parle d'Air France, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Là-dessus, il y en a 60% qui sont réalisés à l'international. Et nous, on a une seule usine, elle est à Paris, avec 97% de nos salariés qui sont sous contrat français. Quand vous êtes Renault, Saint-Gobain, n'importe quoi, vous avez des centres de production à l'étranger avec des coûts qui ne sont pas les coûts français. Nous, tous nos coûts, en particulier les coûts salariaux, sont français. Et donc là-dessus, on a un handicap, et quand on mesure ça par rapport à nos concurrents européens, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Les cotisations sociales
patronale non plafonnée par rapport à la Lufthansa, ça fait 700 millions d'euros de différence de coût. Donc là-dessus, on espère, on sait très bien que ça ne va pas être résolu d'un coup d'un seul, mais on espère que les assises du transport aérien que la ministre Madame Borne a annoncé pour le début de l'année prochaine va permettre à l'ensemble des compagnies aériennes françaises de pouvoir avoir un environnement, je dirais, en taxe qui soit un peu plus favorable que ce qu'il n'est à l'heure actuelle. Alors vous le disiez, le prix du pétrole, certes, est bas, mais il est au plus haut quand même aujourd'hui, depuis 3 ans. Est-ce que la santé retrouvée du groupe Air France est un répit de courte durée aujourd'hui? Alors clairement, on profite, comme toutes les autres compagnies, d'un prix du pétrole bas. Sur le court terme, on est protégé puisque on achète les couvertures qui couvrent 60% à peu près de notre consommation des mois prochains. Les projections qu'on a sur le prix du pétrole avec le prix du dollar, sauf événements politiques dans le Golfe ou ailleurs, ça c'est pas maîtrisable, font qu'on n'est pas trop inquiet sur les 2 années qui viennent. Donc, puisque avant il y avait que le pétrole, maintenant avec le schiste américain, il y a des capacités de produire. Alors, c'est pas pour nous le schiste, mais ça permet de peser sur le prix du pétrole. Donc, sauf catastrophe qui n'est pas prévisible par définition, je pense qu'on est capable de maîtriser les évolutions telles qu'elles sont aujourd'hui prévues par les spécialistes. Au moins sur 2 ans, en tout cas. Qu'en est-il aujourd'hui, Jean-Marc Janaillac, du climat social? C'est vrai qu'ils sont nombreux, évidemment, dans la salle, ici présents, à avoir dû faire face aux grèves ces derniers mois, ces dernières années. Le climat social est-il apaisé chez Air France? Alors, on est une compagnie aérienne et on est français. Donc ça fait 2 raisons pour lesquelles la prévision du climat social à l'intérieur d'Air France est une science, disons, aux règles compliquées. Et bon, on a signé des accords. On a signé un accord avec les pilotes pour la création de Joon et on a signé avec les personnels navigants commerciaux un accord sur leurs conditions de travail et leur salaire pour plusieurs années. Donc, je veux dire, c'est moins tendu que ça n'était il y a quelque temps. Je vous signe une déclaration comme quoi il n'y aura jamais plus rien pour les prochaines années, je ne le ferai pas. Je pense qu'on a retrouvé la voie du dialogue. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait de temps en temps des poussées de fièvre. Et comme on est une compagnie aérienne et comme on est une compagnie française, un certain nombre de syndicats sont prompts à tout de suite agiter le spectre de la grève, particulièrement aux périodes les plus pointues, mais tout ça n'empêche pas le dialogue qui devrait permettre d'avancer sans trop de secousses. Alors certains syndicats peuvent peut-être profiter de la présence de l'État dans votre capitale, avoir l'État comme actionnaire à 14%, comme c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que cela a encore un sens dans le transport aérien d'aujourd'hui ? Écoutez, franchement, moi depuis que je suis là, l'État à 14%, c'est pas gênant, c'est pas un plus, c'est pas gênant. Ils sont minoritaires au conseil d'administration. Avant que j'arrive, il y a eu un vote au conseil d'administration pour l'achat de 787. L'État a voté contre, les avions ont été achetés. Donc bon, ça prouve le rôle de l'État. Alors après, on me dit s'il n'y avait pas l'État, ça permettrait faire prendre conscience aux salariés que la compagnie n'est pas éternelle. Bon, je pense que l'État soit là ou pas, quand vous appelez Royal Dutch Airlines avec la couronne royale sur vos avions et Air France avec le drapeau français sur vos avions, que l'État soit là ou pas, c'est pas très important. Donc pour moi, c'est ni un plus ni un moins, et c'est à l'État à décider ce qu'ils ont envie de faire avec leur participation au capital d'Air France. C'est pas énormément d'argent, même si ça a un peu augmenté depuis l'année dernière, plus que doublé. Donc c'est pas avec ça qu'ils vont pouvoir renflouer les caisses de l'État, mais c'est une décision de l'État, c'est pas une décision d'Air France KLM. Alors, dernière question avant de passer à Joon. Il y a eu évidemment une nouvelle importante, hein, c'est Delta et China Eastern qui viennent chacun de prendre 10% du capital d'Air France KLM.
Dans quel but exactement? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette prise de participation? Alors, la prise de participation était le symbole du partenariat qu'on veut étendre avec nos partenaires long courrier. Clairement, dans le projet Trust Together que j'ai présenté en novembre dernier, on a réaffirmé que le métier principal d'Air France KLM, c'était d'exploiter un réseau long courrier et un réseau moyen courrier articulés autour de deux hubs, CDG et Schiphol à Amsterdam. Et que sur les marchés lointains, on souhaitait renforcer nos partenariats dans les grands marchés avec des compagnies qui nous permettaient d'atteindre des villes secondaires. Alors, les villes secondaires en Chine, c'est tout de suite des millions d'habitants, mais des villes secondaires où on n'était pas capable d'aller et offrir à nos clients français, européens et lointains un accès facile vers ou à partir de ces villes. Et à ce titre-là, on a aujourd'hui une joint venture sur l'Atlantique Nord avec Delta qui est extrêmement intégrée, puisque en fait on décide ensemble des réseaux, des fréquences, des horaires, des prix, et on gère le revenu management ensemble. Donc c'est très intégré. C'est une quasi-entreprise qui fait 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui représente une partie importante de nos résultats. Et cette joint venture avait des limitations parce que en parallèle, Delta en avait une avec Virgin, et on a constaté qu'avoir une joint venture unique était quelque chose d'aller être plus fort et nous renforcer sur l'Atlantique Nord. Et donc, pour arriver à ça, on va prendre une participation dans Virgin, ce qui va nous permettre d'être présent en numéro 2, puisque Virgin est la compagnie numéro 2 de Heathrow, qui est le premier aéroport européen, et de pouvoir être leader sur les vols entre les États-Unis et l'ensemble de l'Europe. Mais pour ça, il fallait de l'argent qu'on n'avait pas. Donc, une présence au capital de Delta et de China Eastern, avec lesquels nous voulons avoir aussi un partenariat sur la Chine, nous permet premièrement de consolider ce partenariat et par ailleurs de pouvoir baisser notre dette, puisque une des fragilités du groupe, c'était d'avoir une dette trop importante. Donc, avec cette action, nous avons fait d'une pierre deux coups. Et notre vision à terme, c'est d'avoir au sein de SkyTeam un réseau ou une alliance de compagnies qui partagent beaucoup plus que ce que nous faisons jusqu'à présent, avec Delta sur les Amériques, Air France KLM sur l'Europe et l'Afrique, puisque avec nos alliances en Afrique et nos filiales africaines, et China Eastern sur la Chine, d'avoir un groupe de compagnies qui offre un nombre de vols et de services extrêmement étendu. Donc c'est une vision à terme pour renforcer notre activité de réseau long courrier. Alors, dernière partie de cet entretien, Jean-Marc Janaillac, nous sommes à quelques jours des premiers vols de Joon. Quel est vraiment le positionnement de cette compagnie? Il n'est pas forcément simple à saisir pour tout le monde, vous le comprenez. Alors clairement, Joon n'est pas né d'une réflexion de notre direction du marketing qui est venue nous dire, voilà, il faut qu'on crée une nouvelle compagnie. Joon, et c'est clair, on est transparent là-dessus, est venu d'une contrainte économique. Aujourd'hui, chez Air France, et quand on compare à KLM, on a un trop grand nombre de lignes long courrier qui ne sont pas rentables. Alors le pourcentage a diminué. On était il y a quelques années à 35%, on est aujourd'hui à un peu plus de 20%. L'objectif, c'est 10-15%. Dans tout réseau long courrier, vous ne pouvez pas avoir toutes les lignes rentables, mais aujourd'hui, il y en avait trop qui l'étaient pas. Et deuxièmement, un réseau moyen courrier vers Roissy qui perd de l'argent et assez lourdement, alors que, par exemple, KLM, son réseau moyen courrier est à l'équilibre. Et donc, il fallait qu'on baisse nos coûts, et en particulier les coûts concernant les vols. Là-dessus, il était clair qu'il n'était pas possible de trouver des solutions avec les syndicats de personnel navigants commerciaux, en particulier à l'intérieur de la compagnie Air France. Donc, on a trouvé le moyen de créer une compagnie qui est organisée différemment, avec des contrats différents
pas que pour les PNC, parce qu'une partie des économies va venir de cet aspect-là, mais aussi sur le catering, aussi sur l'organisation des vols, etc. Et une fois qu'on avait cette contrainte, on s'est dit, on va faire d'une contrainte une force. Et alors qu'on aurait pu appeler cette compagnie Air France blanc, bleu ou rouge, bleu c'était un peu déjà pris, mais bon, il nous restait blanc et rouge, et donc faire la même chose qu'Air France, on s'est dit, voilà, il y a une partie de la population qu'on touche moins, qui est la partie la plus jeune, et puis on va essayer de la positionner toujours dans un style français, dans un style pas de low cost, mais avec un positionnement un peu différent, et en faisant une compagnie laboratoire où on est capable, en termes de service, en termes de pricing, en termes de marketing, d'expérimenter des choses nouvelles. Et donc Joon, c'est le même métier qu'Air France, c'est-à-dire c'est une compagnie qui va faire du long courrier à partir de Roissy et du moyen courrier pour nourrir le hub de Roissy, mais avec un coût de structure inférieur et un positionnement un peu différent d'Air France, et qui nous permettra de tester des choses nouvelles. Jean-Marc Janaillac, Air France, Hop, Transavia, maintenant Joon. Est-ce que vous ne craignez pas que le client s'y perde avec autant de marques? Alors clairement, c'est ce que font en gros toutes les entreprises en plusieurs domaines d'activité. C'est d'avoir à l'intérieur d'un portefeuille de marques, des marques qui sont un petit peu plus positionnées par rapport à telle activité ou tel segment de clientèle. Donc là, on n'est pas très original, et c'est par ailleurs ce que font nos concurrents. En gros, on a 3 grands types de produits. On a Hop Air France, qui fait du domestique à l'intérieur de la France. On a Transavia, qui est une low cost à partir d'Orly, et qui a le même business model et le même type de service des low cost, donc qui s'adresse à une clientèle majoritairement touristique, mais pas que. Et puis il y a Air France et Hop qui font les vols de réseau moyen courrier et long courrier, avec un positionnement un peu différent. Donc, je veux dire, c'est clair qu'on n'est plus à l'époque où one size fits all, et donc on essaie d'avoir des réponses qui correspondent aux besoins différents de nos clients pour effectuer un certain nombre de déplacements de nature ou de styles différents. Alors, en vertu de l'accord signé avec les pilotes, Joon ne comptera en 2020 que 28 appareils. Est-ce à dire finalement que sa montée en puissance sera extrêmement limitée? Je vous signale quand même qu'avec 28 appareils, ça sera la 2e compagnie française. Oui. Bon, donc je ne pense pas que c'est pas complètement négligeable. Certes. Voilà. Mais... Donc clairement, on pense qu'avec d'abord, ça fera 10% du long courrier, 20% du moyen courrier sur Roissy. Donc, dans le cadre des accords qu'on a passés, c'était ce qui nous permettait à la fois d'avoir des accords, ce qui est important, de faire un premier pas, ce qui a nécessité quand même des mois compliqués de négociations longues et pas toujours très agréables et faciles. Et deuxièmement, qui offre un volume qui nous permet globalement, avec ces 20% de coûts en moins sur 15% ou 10% de la flotte long courrier ou 20% de la flotte moyen courrier, ça vous assure une baisse du coût unitaire qui nous permet de nouveau de partir à l'offensive. Et c'est pas un hasard si parmi les destinations long courrier que va servir Joon, une des destinations, enfin, on crée Fortaleza, et par ailleurs on réouvre Maéo Seychelles, destination qu'on avait été obligé d'arrêter à cause de la concurrence des compagnies du Golfe. Et pour nous, Joon, c'est vraiment un moyen de pouvoir lutter avec des coûts un peu plus compétitifs qu'aujourd'hui face aux compagnies du Golfe en particulier. Alors vous dites que Joon est une sorte de compagnie hybride, hein, vous refusez le terme low cost. Alors on sait qu'à l'image de Norwegian, les low cost s'attaquent aujourd'hui au long courrier. Votre homologue chez IAG dit le long courrier, bientôt, ce sera à 40% du low cost. Est-ce que vous croyez à ce modèle, le low cost long courrier? Est-ce que vous avez des projets en ce sens? Allez-vous vous y mettre?
Alors, je vais revenir sur Joon. Pourquoi ce n'est pas une low cost? Parce que sur le long courrier, il y aura 3 classes, dont une classe affaires avec des sièges full flat. Et sur le moyen courrier, il y aura une business comme à Air France sur nos destinations long courrier. Parce que pour un voyageur qui fait Barcelone-New York en business, il veut entre Barcelone et Paris avoir aussi un produit business. Donc ça veut dire que là-dessus, ce n'est pas une low cost pour ça, parce qu'il y a un produit, une qualité de service qui est proche de celle d'Air France dans un style différent. Alors ensuite, sur les low cost long courrier, clairement, on ne veut pas faire l'erreur qui a été faite par l'ensemble des compagnies aériennes européennes il y a un certain temps, quand elles ont vu arriver les low cost, une attitude de refus. En gros, c'est pas le même monde, on fait pas le même métier. Il y avait une forme de condescendance. Voilà, on est différents. Aujourd'hui, ils font 50% de part de marché. Alors, le patron d'IAG dit 40%, le patron d'American Airlines, il ne croit pas du tout. Bon, alors, voilà. Donc là-dessus, ce qu'on ne veut pas, c'est être arrogant. Et donc, on regarde très précisément ce qui se passe du côté de low cost long courrier. On n'est pas totalement convaincu que ça puisse avoir une part énorme du trafic. On pense qu'elles trouveront leur place. Et on est très attentif. Et la joint venture unique sur le Nord-Atlantique est un moyen de lutter contre elle. Et donc, on va avoir tous les moyens, utiliser tous les moyens en termes de pricing, en termes de produits, en termes de marketing, pour pouvoir proposer une offre. Parce que si on regarde nos prix en écho lorsqu'il y a peu de demandes et qu'on divise par 2 et qu'on enlève les repas et les bagages, on n'est pas loin de faire les mêmes prix qu'un Norvégienne, par exemple. Donc après, il y a, et ça nous appartient à tous de montrer aux clients, et sans vouloir revenir, mais c'est quand même un des rôles de NDC, parce que jusqu'à présent, si vous prenez les GDS, il y a une destination, un prix, point final. Et ça va être un des rôles de NDC de pouvoir faire la différence entre un produit économique, vous avez un repas, vous avez les bagages, vous avez un service, etc., et un autre où il y a un prix. Et donc ça, on va lutter contre ça. Si demain, on s'apercevait que ça ne suffit pas, on essaiera de trouver d'autres moyens, mais pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. Bon, alors j'aurai évidemment encore des tas de questions, mais ce n'est pas le but du jeu. On va laisser aussi la salle s'exprimer, et je vais demander d'ailleurs aux étudiants de se tenir prêts avec leur micro. On va vous laisser quand même respirer une petite minute. On va regarder peut-être une petite vidéo sur Joon pour savoir un peu à quoi ça ressemble, si la technique pouvait lancer cette vidéo avant qu'on reprenne notre débat. Don't remember your name. Went to the bar we met to find some clue and wait. To find some clue and wait. The minute I saw you, I felt like I knew you. I was feeling so blue. Needed that rendezvous. That's in the way you move. Sometimes we might. I know. Sometimes. Un petit mot, Jean-Marc ? Oui, après la pub, on parle assez peu d'avions. Un petit mot quand même pour revenir sur Terre et Back to Basics, c'est que Joon est vendu sur code Air France et que par conséquent, pour vous, c'est exactement la même chose qu'un vol Air France avec toutes les conditions Air France. Donc plus vous vendez Joon, c'est comme si vous vendiez des billets Air France. Alors, juste un petit détail sur le low-cost long courrier. Je rappelle que demain matin, il y a un débat, évidemment, sur le low-cost long courrier avec Marc Rochet et Pierre-Olivier Bandet d'Air France.
Marc Rochet, Air Caraïbes, French Blue. Ce sera évidemment passionnant juste avant la clôture de ce congrès. Je sais que Jean-Pierre Masse, et on va lui donner le micro, mademoiselle, s'il vous plaît, a une petite question pour débuter cette séance de questions-réponses avec Jean-Marc Janaillac. Oui, Jean-Marc, il y a 3 ans, je crois, on avait partagé un déjeuner avec René Marc, vous et moi. Vous étiez alors président de Transdev. Et le sujet, c'était la confédération. On essayait, on s'acharnait à créer cette confédération. Elle a été créée. Tous les acteurs de la mobilité, tous les hébergeurs, tous les professionnels du voyage et du tourisme en font partie, sauf un. La FNAM, la Fédération nationale de l'aviation marchande, qui regroupe les transporteurs aériens. Je me souviens très bien du soutien que vous avez porté à l'époque où vous étiez PDG de Transdev sur la création de cette confédération, dont l'efficacité sera certainement prouvée, je suis persuadé. Je voudrais savoir si vous avez le même sentiment maintenant en tant que président d'Air France KLM, et si vous avez ou non des moyens de pression sur la FNAM, dont vous êtes un membre important, pour enfin les faire muter vers la Confédération. On n'échappe pas à s'en passer, quoi. Donc, bien. Non, je pense que c'est effectivement une initiative très intéressante. Alors, c'est vrai que la FNAM avait des questions, etc. Mais je pense qu'on devrait pouvoir... on n'est qu'un membre parmi d'autres à la FNAM, même si on est le plus important, mais on devrait pouvoir les faire évoluer. Alors, on va commencer les questions. Là-bas, au fond, on commence par les adhérents et puis après par la presse, si ça ne vous dérange pas. Les adhérents vont pouvoir s'exprimer. Bonjour Président, Bertrand Billeret. J'ai une question. Là, vous nous avez parlé de Lufthansa. Donc, quand Lufthansa a rajouté les 16 €, j'ai fait le test parce qu'un jour, un de mes clients me disait qu'on était 16 € plus cher. J'ai été sur le site internet de Lufthansa, j'ai acheté un billet pour ce client avec ma carte de crédit. Et à la fin de la transaction, il y avait 16 € de frais de réservation sur le site Lufthansa. Est-ce que ça m'arrive aussi des fois quand je suis en déplacement, j'ai pas le GDS, ce qui est très rare avec moi, mais ça arrive parfois. J'achète des fois du Air France sur Internet aussi, et il y a 3 € de frais. Est-ce que cela va évoluer ou pas, Président, par rapport, pour voir s'il y aura une différence ou pas par rapport à ces 22 € au 1er avril? Merci. Je ne suis pas capable de vous répondre. Je ne sais pas quelle est exactement la comparaison entre Lufthansa et nous sur ce plan-là. Donc je vous propose qu'on a des spécialistes d'Air France dans la salle, qu'on vous réponde après plus précisément à cette question, plutôt que je vous dise des choses qui ne seraient pas exactes. Une autre question? Alors la presse, allez-y, ici, une question là-bas. Sachant que sur les surcharges EDS, évidemment, le débat aura lieu demain aussi, demain matin. Il faut bien préciser sur la technique, tout ça, il y aura Zoran qui répondra. Oui. Monsieur le Président, bonjour. Gérard Larocca d'Eva au Voyage. Est-ce qu'on est d'accord qu'on doit tous évoluer vers la norme NDC? Le problème, est-ce que vous vous engagez, indépendamment des problèmes actuels, la norme est prête ou pas prête, mais est-ce que vous engagez à nous donner tout le contenu que vous avez et non pas une partie des contenus? Parce que c'est ça le problème d'NDC, c'est d'avoir la totalité indépendamment du prix, le prix de $2 ou 11 €, qu'importe. Mais le problème de fond, c'est de savoir si on aura le contenu d'Air France en prenant la norme NDC et tout le contenu. Parce que, en fait, on ne sait pas vraiment où on va lorsqu'on entend IATA hier, enfin, on va dire IATA, oui, dire on a fait la norme, mais en fait, c'est pour avoir des robinets qu'on pourra moduler. Alors, si c'est un partenariat, est-ce qu'on vraiment, si on doit évoluer, parce que ça représente des investissements très importants pour la profession, en tout cas pour les agences de voyage, et si on doit avoir simplement 5%, puis ensuite, après, on doit repayer encore 11 € parce qu'il faut aller sur les GDS, ça va être un peu compliqué.
On a bien compris, Gérard. Donc tout le contenu ou pas? Absolument tout le contenu. Air France, c'est clair que ce n'est pas sur les prix qu'on va se différencier par rapport aux autres, pour les raisons que vous comprenez tous et que vous vivez tous. Donc si on a une chance de pouvoir se différencier, c'est dans le service, le contenu, les produits, etc. Donc ça serait tout à fait contre-productif de notre part de ne pas mettre à votre disposition ce qui permet de justifier éventuellement une différence de prix avec les autres. Donc c'est vraiment toute ça la démarche. Donc bien évidemment, notre intérêt, c'est que vous puissiez avoir accès à tous les contenus qui vous permettent de donner les éléments à vos clients pour faire en sorte qu'ils aient plus envie de choisir Air France qu'une autre compagnie qui peut éventuellement être moins chère. Donc la réponse est évidemment oui. Tout le contenu. Une autre question, il nous reste 8 minutes. Une autre question, par là-bas. Allez-y, la presse peut poser évidemment des questions. Alors ici, le micro, mademoiselle. On y arrive. Président, bonjour. Catherine Fréco, agence de voyage. J'ai bien, dans le débat, dans la présentation que vous avez faite tout à l'heure, vous avez beaucoup insisté sur des notions de productivité, d'efficacité, de rentabilité pour le groupe Air France face à la concurrence, face à un certain nombre de paramètres. Dans la mise en place d'NDC, en tout cas dans l'avancée de la mise en place d'NDC, je voudrais aujourd'hui que vous nous disiez, en tout cas pour la profession, que vous engagiez à ce que cette mise en place dans nos points de vente n'entraîne pas une perte de productivité dans tout ce qui sera mis en place, puisque là, tout ce qui est mis actuellement, tous les sujets, c'est pour faire gagner en efficacité les entreprises, mais un retour en arrière par des problèmes d'efficacité et de workflow dans la façon de travailler des agences de voyage serait pour nous dramatique. Voilà. Alors là-dessus, à terme, clairement, ça permet d'avoir plus de productivité pour les uns et pour les autres. Ce à quoi je peux m'engager, c'est que nos équipes soient à votre disposition pour faire en sorte que dans la période de transition, et je ne peux pas m'engager à ce que le 1er avril, ça soit tout de suite la situation idéale, que les questions que vous évoquez, les problèmes que ça peut entraîner puissent être résolus de la façon la plus rapide et la plus efficace possible. Je peux prendre cet engagement de moyens. Je ne pourrais pas, en étant transparent et honnête, prendre sur le court terme et la période de transition un engagement de résultat. Et le résultat, je veux dire, il viendra à moyen terme. Il nous reste 5 minutes, une question ici. Linda, Catherine, le micro, tu l'as rendu? Oui, il est rendu, il est là. Alors ici. Bonjour Monsieur Janaillac, je suis un peu gourmande, j'ai 3 questions, je m'en excuse. On va s'en tenir à une, Linda, parce qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer, donc choisis la plus importante pour toi. D'accord, très bien. Alors, en fait, on a bien compris que vous avez des contraintes contractuelles et légales et que vous considériez les agences de voyage comme de vrais partenaires. Vous avez également été assez intransigeant sur la date du 1er avril, qui ressemble un peu à une mauvaise blague. Mais qui fait sans doute référence à l'exercice financier. Est-ce que pour justement faire preuve d'apaisement vis-à-vis de ses partenaires, vous ne pourriez pas envisager néanmoins de reporter simplement de 6 mois donc à une autre échéance financière, la mise en place de la norme NDC, ce qui permettrait finalement à tous d'être prêts, parce qu'on comprend bien que Air France n'est pas prête. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas choisi le 1er avril. On a une date qui est le 31 mars et qui est à la fin des contrats qu'on a avec les GDS. Et donc, c'est clair que si on passe cette date du 31 mars, on est reparti, pas pour plusieurs mois, mais pour plusieurs années. Et donc ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Et donc, cette date du 1er avril, elle est liée à la date de fin des contrats des GDS. Donc, il ne nous est pas possible de décaler de 3, de 6 mois, de 9 mois l'application de cette mesure. Autre question? Allez, il y a de la place pour une dernière question. Qui veut être le dernier? Qui va avoir cette chance? Rémi?
Oui, Rémi Bentorez, Itouris, je vais me permettre de vous demander des perspectives, si vous le voulez bien, puisque on a bien compris, vous avez choisi les mots quand vous avez fait votre présentation, que la rente détenue par les GDS vous rendait quand même quelque peu jaloux, et que la rentabilité d'Air France et des compagnies aériennes, de façon générale, ne l'était pas. Donc c'est assez facile d'imaginer qu'il y a un réservoir de rentabilité. Cela dit, les perspectives, je vous interpelle, puisque vous allez vous retrouver, en favorisant le canal direct, à essayer de valoriser votre production. Et quand vous allez vouloir favoriser votre production, vous allez vous retrouver devant les mêmes difficultés que l'ensemble des acteurs qui sont sur le net, à savoir de pratiquer une politique de prix bas. Et là, vous avez été obligé de dépenser des dépenses, enfin de consacrer des dépenses marketing importantes qui finalement va vous coûter peut-être plus cher que ce que vous avez pensé économiser par ailleurs. Premièrement, on ne va pas favoriser tel ou tel canal. L'objectif, c'est de donner à chaque canal, et en particulier à celui des agents de voyage, les mêmes outils que, premièrement, nos concurrents, compagnies européennes, vont être capables de leur donner, puisqu'ils ont mis en place des systèmes NDC, et deuxièmement, le même contenu que celui que nous avons sur nos ventes directes. Clairement, je répète, Air France est dans une situation, vous l'avez dit tout à l'heure, où notre rentabilité est plus faible que celle de nos concurrents. Et clairement, la rentabilité d'Air France, elle ne va pas dans la poche des actionnaires, parce que ça fait 10 ans qu'on n'a pas distribué de dividendes. Alors, s'il y en a parmi vous, j'en suis désolé, mais tout l'argent qu'on gagne, on l'investit pour améliorer nos cabines, pour acheter de nouveaux avions, etc. Donc si on n'a pas cet argent, c'est la compagnie principale française qui ne croîtra pas aussi vite que ses concurrents. Donc on ne peut pas se situer en position de désavantage à la fois en termes de coûts et de désavantage en termes de capacité d'offrir et de présenter une offre qui soit plus riche que celle que nous avons aujourd'hui. Alors quand vous dites on n'est pas prêt, on est le 20 et quelques novembre, on a jusqu'au 1er avril, on travaille d'arrache-pied avec, je répète, des GDS, avec des agrégateurs pour être en mesure, aussi rapidement que possible, de proposer des solutions qui permettront de vous offrir la capacité d'avoir cette offre et d'avoir un type de service comparable à celui qui est offert aujourd'hui par les GDS. Jean-Marc Janaillac, vu les circonstances aujourd'hui, je pense que tout le monde ici présent s'associe à moi, en tout cas pour vous remercier d'être venu, de ne pas avoir fui vos responsabilités. Je pense que tout le monde appréciera. C'était la moindre des choses. Un grand merci. Merci.